Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Le célèbre adage dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Même dans le contexte d'un événement aussi unique que l'accouchement, cet enseignement prend tout son sens. Lors de sa première grossesse, Carole s'est laissée porter sans savoir à quoi s'attendre. Elle en garde alors un sentiment de passivité. Déterminée à vivre une expérience différente pour son deuxième enfant, elle choisit l'accompagnement personnalisé de la maison de naissance. Malgré les contraintes liées à la Covid, limitant les moments de partage avec d'autres parents, elle bénéficie d'un suivi attentif et rassurant. Le jour de l'accouchement, hésitante sur l'avancée du travail, Carole attend jusqu'au dernier moment pour se rendre à la maison de naissance. Une arrivée précipitée, suivie d'une naissance éclair, lui permettant pourtant de vivre l'expérience qu'elle attendait. Informée et actrice de son accouchement, elle ressent un sentiment d'accomplissement qui l'aide à traverser un postpartum plus sereinement. Aujourd'hui, Carole nous raconte son histoire. Avant de commencer, un petit mot pour vous rappeler que notre campagne de financement participatif est toujours en cours. Vous pouvez soutenir la création de notre kit mantra pour l'accouchement, qui contient 8 cartes illustrées avec des mantras inspirants, 7 épisodes Good Vibes de notre podcast, toutes les astuces des femmes et des sages-femmes de la saison 1, ainsi qu'une liste de références incontournables, livres, docus, films, podcasts et bien d'autres encore. Et pour célébrer la force des femmes, découvrez aussi notre dorure en édition limitée, un souvenir précieux et unique. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour Carole. Bonjour Capucine. Bonjour Carole et bienvenue à notre micro. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de ton expérience en maison de naissance dans un de nos épisodes. On a hâte d'écouter toute ton aventure, mais avant tout, on va te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Carole, j'ai 43 ans, je suis approvisionneuse dans l'agroalimentaire, passionnée de sport et de randonnée, et j'habite en Isère. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché pour ton deuxième enfant ? Pour mon deuxième enfant, j'ai accouché à la maison de naissance femme à Bourgoin-Jallieu. Ça marche. Maintenant qu'on comprend mieux un peu qui tu es, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors, une maison de naissance, c'est un établissement qui est rattaché à un hôpital, mais qui est indépendant, car quand on va accoucher, il n'y aura qu'une sage-femme. Donc, pas de médecin, donc pas de péridurale. Et c'est un endroit où on peut accoucher de la manière dont on veut, c'est-à-dire dans la position dont on veut. On est libre de ses mouvements. Merci pour cette définition. Maintenant, on va parler de tes grossesses et de tes accouchements et de combien tu as pu te sentir actrice de la situation notamment. Alors moi, j'ai eu une première grossesse à 39 ans à la suite de FIV pour des problèmes dermatogynéco. Donc, vu mon âge, ils ont préféré faire une FIV tout de suite. Moi, je me suis complètement laissée porter par cette grossesse. Je n'ai pas fait de recherche, j'ai vécu pleinement cette grossesse et j'ai donc accouché à l'hôpital en faisant confiance au corps médical, en ne me renseignant pas plus que ça. Et je savais que j'avais déjà par le passé quelques soucis avec les anesthésies, donc j'avais demandé d'être plutôt léger sur la péridurale. Et j'ai accouché un jour férié de nuit. Donc autant dire qu'avec un staff qui m'a fortement conseillé une péridurale posée trop tôt pour ma part, car du coup je n'ai rien ressenti, je ne sentais plus mon périnée, donc je ne sentais plus les gestes médicaux, je ne sentais pas la tête du bébé, je ne savais pas comment pousser, où il fallait pousser parce que je ne sentais rien. Et là, je suis passée du côté spectatrice de ce qui se passait dans cette salle d'accouchement. Et j'ai cette péridurale, je l'ai très mal digérée. J'ai fait des chutes de tension, c'est quelque chose dont je suis habituée, mais je les ai fait pendant 2 jours. Ce qui m'a fait
ne pas pouvoir finir le premier bain de ma fille. Et voilà. Et pas mal de chutes de tension pendant des moments importants. Mais du coup, on comprend sans doute les raisons pour lesquelles tu t'es orientée vers les maisons de naissance, vu ce que tu viens de dire. Exactement. J'ai accouché en plus pendant le Covid, en plein Covid. Oui. Et puis un suivi à la maternité qui s'est très mal passé pour ma fille. Voilà, où elle n'a pas pu grossir, où le staff médical me disait qu'elle tétait comme une folle et en fait, elle a perdu du poids. Et j'ai pu quand même rentrer chez moi au bout de 5 jours. Et je remercie la sage-femme libérale qui m'a suivie, qui est venue faire le Prado ici et qui m'a dit « Mais là, faut vraiment faire quelque chose, ta fille ne mange pas. Elle n'arrive pas à téter. » Oui, tu reviendras dessus sans doute plus tard. Mais vu ce qu'on comprend, c'est un peu le chemin qui t'a amené aux maisons de naissance. Est-ce qu'il y a eu d'autres raisons, d'autres éléments qui t'ont amené à souhaiter un accouchement physiologique, peut-être en dehors de ta première expérience en maternité? Et si oui, comment du coup tu t'es orientée vers les maisons de naissance? Comment t'as connu ça? Alors moi, pour mon suivi pathologique que j'avais avant accouchement, j'étais suivie sur Lyon, dans un centre médical. Mais comme c'était un peu loin de chez moi, la gynéco m'a dit « Ça serait bien que tu te fasses suivre par une sage-femme qui est plutôt à côté de chez toi, ça t'évitera les kilomètres. » Et cette sage-femme libérale m'a un jour parlé de la maison de naissance de Bourgoin. Je ne savais même pas qu'elle existait, je ne savais même pas ce que c'était. Elle m'a dit, je pense que ça pourrait te plaire. Et je lui ai dit, franchement, pour une première grossesse, je le sens pas. Puis alors, j'étais déjà à 5-6 mois de grossesse. Voilà. Et elle a un peu ouvert mon esprit sur quelque chose que je ne connaissais pas. Et après, c'est en parlant, quand j'ai eu cet accouchement où j'étais pas du tout actrice, je me suis dit, là, quand même, faut faire quelque chose. Je me suis documentée, je me suis dit, mais il s'est passé plein de choses pendant cet accouchement. J'étais même pas au courant de ce qui me faisait, de ce qui se passait. Là, j'ai dit, là, faut faire autrement. Oui, j'imagine que, en effet, vu ce que t'as évoqué tout à l'heure, ça doit être un petit peu frustrant quand tu comprends après coup ce qui finalement aurait pu être un peu plus personnalisé ou quoi. Et du coup, t'allais parler peut-être du papa. Quelle était l'image que toi et lui vous faisiez des maisons de naissance? Parce que j'imagine que tu lui en as parlé à un moment donné. Oui, je lui en ai parlé. Alors, je trouve que sur une grossesse, c'est difficile d'inclure le papa pleinement. Alors pour la première, on a fait de l'autonomie pour vraiment qu'il soit là à part entière. Il avait envie de prendre cette place aussi. Et la maison de naissance, je lui en ai parlé. Il était complètement d'accord en disant mais bien sûr, mais oui, là j'aurai ma place pleinement. Je serai pas à côté. On serait tous les deux acteurs. Oui, il aurait peut-être un sentiment de participation. Complètement. Moins le sentiment d'impuissance aussi, peut-être, face à des choses qu'il t'a vu vivre la première fois. Ouais, parce qu'il y a eu ventouse, il y a eu cordon coupé avant. Même s'ils ont très bien fait la chose, ils lui ont permis de couper après. Mais ouais, on voulait autre chose, quoi. De toute façon, j'imagine que si vous aviez fait de l'autonomie, c'est que il avait un souhait d'implication. Donc, la maison de naissance répondait à ce besoin aussi, je pense. Complètement. En tout cas, on aimerait bien que tu nous racontes un petit peu comment se sont passées les consultations, une fois que tu as commencé ton suivi à femme, du coup. Moi, là, quand ma sage-femme libérale pour ma première grossesse m'avait dit, si quand même tu veux aller en maison de naissance, il faut t'inscrire tout de suite. Je crois que j'étais impatiente d'attendre le 3e mois pour pouvoir m'inscrire et le stress d'avoir une réponse. Oui. Ouais, parce que quand on se fait à l'idée d'accoucher en maison de naissance, on veut pas faire autre chose, quoi. On veut plus faire autre chose. Et oui, contrairement à la première grossesse où les thématiques sont très fixes, elles sont pas personnalisées, elles sont très globales. Autant là, vraiment, les rendez-vous mensuels étaient plus longs, étaient vraiment personnalisés. Il n'y avait pas de ligne directrice. On pouvait parler de tout ce qu'on voulait, de tout ce qui me passait par la tête. Oui, il y avait pas de tabou, il y avait pas de particularité, même si on avait quand même des thèmes, il y a des thèmes qu'on a fait vraiment très courts pour parler d'autres choses. Je me suis sentie très libre, des sages-femmes très ouvertes et on pouvait vraiment parler de tout et ça met vraiment à l'aise.
Ouais, j'imagine. Tu viens d'évoquer à plusieurs reprises des thématiques. J'imagine que ça fait référence, entre autres, aux séances de préparation à la naissance qui sont proposées en plus des consultations en maison de naissance et de toute façon dans n'importe quel suivi. Hein. Est-ce qu'il y a des thématiques qui t'ont particulièrement marqué ou qui t'ont paru essentielles dans le contexte de l'accompagnement en maison de naissance? Oui, parce qu'on a toujours des craintes ou des peurs un peu de cet inconnu, de comment ça va se passer. Est-ce que je vais arriver à gérer la douleur? Est-ce que je vais pas paniquer? Et là, on a des sages-femmes qui sont tellement calmes et sereines face à toi. Tu te dis, ouais, ça peut que bien se passer. Et puis elles te mettent aucun stress et elles te rassurent beaucoup. Est-ce que vous avez évoqué, par exemple, tout ce qui pouvait être je sais pas, de l'ordre du transfert ou tu viens de parler de la préparation à la douleur. Est-ce qu'il y a des points un peu que peut-être t'avais pas forcément envie d'aborder, mais qui font partie des lignes obligées, enfin de l'information obligatoire? Moi aussi, ce qui me rassurait en maison de naissance, c'est qu'on est à côté d'un hôpital, parce qu'on se dit et si jamais. Donc ça, c'était plutôt rassurant, même si on n'a pas envie d'y passer. On se dit que quand même l'hôpital est juste à côté. Oui, on en a parlé, mais alors brièvement, parce que j'avais pas spécialement envie de m'étaler dessus, parce que non, j'avais pas envie de passer cette étape. Mais c'est bien de le savoir, voilà, comment ça va se passer. Même quand on visite, on sait où les couloirs sont et par où éventuellement on peut passer. Et oui, c'est rassurant. Et ouais, donc malgré tout, elles t'ont donné des repères pour savoir oui. En cas de changement de programme, on va dire, comment ça se passerait. T'as évoqué le fait justement d'avoir peut-être des peurs ou des appréhensions par rapport à la gestion de la douleur ou ce genre de choses. Est-ce que t'as eu des angoisses ou des stress vraiment liés à ta grossesse ou peut-être par rapport au jour de l'accouchement, notamment dans l'idée de la douleur ou peut-être lié au postpartum, vu que c'était ton second enfant, il y avait peut-être des choses qui remontaient, vu ce que tu as évoqué par rapport à l'allaitement par exemple de ta première fille, ou est-ce que finalement tu avais réussi à travailler tout ça et à être tellement accompagné de manière sereine que tu avais été apaisé? Alors, je suis passée par tellement de phases avec la première que j'étais vraiment armée pour cette deuxième grossesse. Je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas, chose que je ne savais pas sur ma première grossesse. Et du coup, ça aide. Et puis, oui, elles sont une oreille hyper attentive où vraiment elles te guident. Ça marche, donc elles ont su t'accompagner quoi que tu aies eu à leur partager. Voilà, elles sont ouvertes à tout, elles imposent rien, mais elles te disent qu'est-ce qui est possible. Entendu. T'as évoqué aussi tout à l'heure le fait que vous aviez fait de l'aptonomie pour la première grossesse. Est-ce que vous avez réitéré l'expérience pour la deuxième? Et outre l'aptonomie, est-ce que t'as vu d'autres professionnels de la périnatalité en parallèle du suivi à la maison de naissance? On sait que certaines maisons de naissance proposent des ateliers, mais il y a aussi possibilité de s'orienter vers des ostéos, des kinés, du yoga, du chant, de manière indépendante de la maison de naissance. Alors moi, je suis mal tombée. Je suis tombée pendant le Covid. Donc les ateliers, il y en avait beaucoup moins. Ouais. Par contre, on a bien sûr refait de l'aptonomie parce que tous les conseils qu'on nous avait donnés, on n'avait pas pu le mettre en place pour la première grossesse. Et là, bon, même si j'ai eu un accouchement assez rapide, on a profité de l'aptonomie et c'est peut-être quand même ce qui m'a aidée pendant le travail, certainement. Et puis ça met le papa en condition, enfin, est vraiment là et ça c'est vraiment top pour le papa. Ouais. Donc du coup, grâce à l'autonomie et aussi avec ton premier vécu, tu disais que tu te sentais absolument armée pour aborder ce nouvel accouchement. Est-ce que tu te sentais absolument prête à affronter le jour J? Ouais, moi, il y a deux choses aussi qui m'ont aidée, sur lesquelles je me suis bien appuyée. C'est un livre et un documentaire. Tu enfanteras en douceur, le documentaire, et je l'ai vu juste avant d'accoucher, je crois. Il était en avant-première au cinéma dans le village d'à côté. Et ça a fait écho, en tout cas. Et il y a le guide de la naissance naturelle, où en le lisant, je me suis rendu compte de tout ce qui s'est passé sur ma première grossesse. Et du coup, je savais exactement les étapes par lesquelles je devais passer pour accoucher. C'est beaucoup plus clair une fois qu'on sait ce qui va arriver, même si on a toujours un petit stress quand même de savoir est-ce qu'on va pouvoir gérer cette douleur dont on nous parle tant. Ah oui. Bon du coup, vu que t'avais bien lu et bien été accompagnée pour cette deuxième grossesse, j'imagine que t'étais absolument prête. Oui, je pensais accoucher un peu plus tard, donc j'étais prête, oui, déterminée. Et maintenant que tu te sentais prête, même si ça arrivait un peu plus tôt que prévu, est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça s'est déroulé? Raconte-nous le jour J.
Tout s'est passé très très vite. Moi, je pensais accoucher 10 jours après. Pourquoi? Comme si c'est moi qui allais décider du rendez-vous que j'aurais avec ce second enfant. D'ailleurs, enfant, on ne savait pas si c'était fille ou garçon. Donc, C'était encore une surprise. On a fait pareil pour le premier et c'était tellement magique. On s'est dit on fait pareil pour le deuxième. Le soir, le travail commence et en maison de naissance, comme les sages-femmes n'y sont pas, il faut les appeler. Et là, dans la tête, se passe quelque chose de, je ne sais pas, de... J'étais peut-être un peu ailleurs aussi. Je me dis que non, ce n'est pas un travail qui commence. Et je vais prendre un bain. Peut-être une erreur. Parce que je me dis que la nuit, j'ai quand même pas réveillé une sage-femme si c'est pour rien. Je vais pas réveiller mes parents pour garder l'aîné dans la nuit si c'est pour rien. Parce que pour ma première, je suis allée un peu trop tôt à la maternité. Donc là, je voulais pas réitérer ça. Ouais. Et puis, quand les contractions commencent à arriver toutes les 6-5 minutes, on se dit peut-être que là, il faut appeler. Ouais, peut-être. Sans doute, oui. Et quand je l'ai appelée, elle m'a entendue, Oui. vocaliser. Et là, elle s'est dit, mince, elle aura peut-être pas le temps de venir jusqu'à la maison de naissance. Ah oui. Et t'étais toute seule quand t'as appelé ou t'avais déjà réveillé ton conjoint et... Mon conjoint était déjà réveillé, c'est lui qui l'a appelée. D'accord. Oui, j'imagine que si tu vocalisais, tu pouvais peut-être pas trop parler. Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc, moi, je suis très près de la maison de naissance. Je dois être à 10-12 minutes. Juste avant de descendre les escaliers, je me suis dit, une petite envie de pousser, là. C'est étonnant. Donc, on est vite monté dans la voiture. La sage-femme a dû faire un record de vitesse pour arriver à la maison de naissance. Et votre fille, vous aviez quelqu'un pour la garder, c'est ça que tu disais? Eh ben, on a attendu ma mère, pour qu'elle Du coup, puisse vous avez la garder. attendu en plus, ouais. Ouais, elle nous a appelés sur la route quand même pour savoir où on était. Elle avait pris l'adresse au cas où. Et quand on est arrivé à la maison de naissance, elle me tenait la porte. Ouais. J'ai fait un jeté de claquettes. Et je crois que j'ai accouché 30 minutes après mon arrivée. Ouais. Donc pas le temps de descendre les valises. Mais du coup, c'est peut-être quelque chose qui me va comme rythme parce que du coup, j'ai pas réfléchi. J'y suis allée au feeling et Comme tout ça s'est fait hyper naturellement. Ouais. Oui, il y a un côté pas mal à ça, mais c'est aussi parfois très violent. Quand ça arrive trop vite, on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe aussi. Enfin, le travail s'est passé quand même toute la nuit, mais non, j'ai pas vu le danger, non. D'accord. Mais en fait, tant que tu le vis bien, C'est ça. c'est ok, quoi. Ah bah j'étais plutôt sereine, oui. C'était lié à la première expérience que tu avais eue aussi, peut-être d'être allée trop tôt. Exactement. Et du coup, tu nous as pas dit, alors j'imagine qu'en 30 minutes, il y a pas, entre guillemets, grand-chose à faire, mais qu'est-ce que ton compagnon a pu faire pour te soulager? Tu disais qu'il était réveillé au moment où t'as appelé. Depuis combien de temps il était réveillé? Et comment il t'a aidé à traverser toutes ces étapes? Moi, j'étais sur le ballon, il me massait en me faisant bouger sur le ballon, en étant très présent. Là, à côté de moi aussi, il me laissait vocaliser. J'étais dans ma bulle, mais je pense que lui aussi était dans sa bulle. Ouais. Et du coup, à la maison de naissance, il a repris ses massages et tout ça, ou vous étiez dans autre chose, puisque bon, j'imagine que c'était la fin, donc il avait peut-être pas le même rôle à ce moment-là. Non, pas du tout. Oui, il n'avait pas ce rôle-là. Moi, je me suis retrouvée à genoux. Lui est arrivé 5 minutes après, le temps de garer la voiture. Et là, je l'ai attrapé, il était assis devant moi et je crois que je lui tenais soit les jambes, soit le dos. Ouais. Qu'il soit un soutien face à moi. Oui, je vois, un support pour pouvoir... Ouais. Comme on tire sur les écharpes, toi tu tirais sur ton mari, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et quel était le rôle de ta sage-femme, du coup, pendant tout ce moment-là? Du coup, je suppose que quand tu l'as appelée, elle a eu un petit coup de panique en se disant, oulala, il faut se bouger. Du coup, elle est partie en trombe. Et après, elle te tenait la porte. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée, en fait, je m'attendais à être très guidée, et je vois qu'elle se met dans un coin et qu'elle attend. Oui. Qu'elle laisse faire. Et moi, ça m'a étonnée, mais je lui ai dit, je suis pas bien dans cette position. Et là, elle me laisse réfléchir. Et là, je lui dis non, je suis pas bien. Elle me donne 2-3 conseils pour être un peu mieux installée parce que j'étais sur les genoux. Oui. Et en fait, une fois que j'ai trouvé ma position, elle était hyper discrète. Enfin, moi, je l'ai même pas vue, quoi. Oui. On était tous les deux avec mon conjoint et on voyait plus personne d'autre, quoi. Et du coup, je me demandais, tout à l'heure, tu parlais de cette question de se sentir acteur et pourtant tu nous parles d'un accouchement express où on perçoit pas forcément le sentiment d'être acteur. Du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie plus actrice et de ce moment-là. Je pense que c'est avant
L'accouchement s'est passé très rapidement. En fait, le moment où je suis arrivée à la maison de naissance, parce que le travail avait commencé le soir en fin de journée, début de soirée. Donc, je pense que toute la préparation s'est faite là. Moi, j'étais assez sereine. Je me suis dit, j'accoucherai demain. J'accoucherai peut-être dans 2 jours. Je pense qu'il y avait peut-être une surdose de confiance, je ne sais pas, de sérénité, où je vivais les choses plutôt bien. Elles arrivaient comme elles arrivaient et je les prenais comme elles arrivaient, ouais. Du coup, un bain, voilà, j'étais aucune inquiétude. Je me demandais justement si le fait d'être suivi en maison de naissance et de savoir qu'il y avait moins de stress ou moins de personnel, moins d'attente peut-être de la part du lieu et de tout ce qui le compose. Je parle du système hospitalier ou clinique, peu importe. En général, est-ce que tu penses que ça a pu jouer dans le fait que finalement tu sois moins dans les préparatifs, le départ, qu'est-ce qui va m'arriver sur place ou quoi? Ou est-ce que finalement c'est décorrélé? Si, tout est lié. Alors déjà, la maison de naissance, elle est à côté. Enfin, je suis vraiment à côté. Ça, c'est hyper rassurant. Et du coup, de savoir qui va nous accoucher, de savoir quelle personne on aura en face. C'est des personnes qui nous ont suivis pendant 9 mois. Il y avait 2 sages-femmes qui se relayaient. D'avoir leur numéro aussi. De se dire, bon, s'il y a le moindre, je peux appeler. C'est hyper rassurant. Et puis oui, c'est ce qui a aidé, c'est certain. Et puis de visiter aussi la maison de naissance. Et de connaître les lieux, quoi. Ouais, moi ça a été une révélation quand j'ai vu la chambre, j'allais dire d'accouchement, le cocon d'accouchement, ouais. Ça a été une révélation et je me suis dit, mais bien évidemment, c'est là que je vais accoucher. Oui. Et moi, je me demandais, du coup, tu nous parlais que la première fois, donc, t'as accouché sous péridurale. Et là, du coup, c'était ta première expérience sans. Est-ce que ça joue à ce sentiment d'être actrice ou est-ce que finalement pas tant? Mais j'aimerais bien en tout cas que tu puisses nous parler un peu de cette différence qui doit être assez flagrante tout de même. Bah du coup, comme sur mon premier accouchement, la péridurale a été très très tôt, j'ai envie de dire que les contractions, je sais même pas ce que c'était. J'en avais des légères, je lui ai dit vraiment je peux attendre, il m'a dit non, c'est maintenant, je suis d'astreinte, c'est tout de suite. Ouais. Quel argument. Mais c'est tout à fait ça. Après, j'ai demandé au staff médical qu'est-ce qu'ils en pensaient. Non, faut le faire maintenant. Bon bah, on fait confiance quoi. Oui. Bien sûr. Puis elle a pas trop le choix apparemment. C'était ça. Et là, du coup, je savais même pas ce que j'allais avoir comme douleur ou comme, mais toute cette, je sais pas. Alors, est-ce que je me suis assez préparée parce que cette douleur dont on parle, enfin, je l'ai pas ressentie telle quelle. Oui, après c'est très propre à chacun le ressenti de la douleur. Déjà en temps normal, je pense qu'en plus la douleur des contractions est une douleur vraiment unique, Très particulière. Oui. très particulière, et donc potentiellement on va mieux la vivre que des fois des petites douleurs du quotidien ou inversement. Je pense que c'est très très personnel pour le coup. Et puis il y a de la curiosité aussi. Enfin, du coup, j'avais pas senti ces fameuses contractions. J'avais un peu de curiosité de savoir qu'est-ce que ça allait faire, comment j'allais le ressentir, et surtout c'est les suites de péridurale quoi. Ça, je ne voulais pas. Oui, je comprends. Et qui est-ce qui a attrapé votre bébé? C'est moi. Ça aussi, ça doit être un moment magique. Ouais, c'était trop bien. Ça doit réparer des choses puisque tu disais que tu avais eu des instruments, c'est ça? Et Ouais, il y avait une ventouse pour la première et puis oui, moi j'ai rien vu. Le papa a vu lui l'accouchement. Moi j'étais complètement spectatrice de ce qui se passait. Et là c'est très rigolo parce que la tête est sortie et là j'ai même eu un moment de doute. Je me suis dit, mince, j'ai plus de contractions. Jamais il va sortir ce bébé. Alors, je sais pas combien de temps il s'est passé entre le moment où la tête est sortie et le reste du corps, mais pour moi, c'est un moment tellement suspendu que j'ai l'impression qu'il a duré une demi-heure. J'étais même dans le doute. il y a beaucoup de gens qui ressentent ça puisque c'est tellement un moment bizarre d'avoir juste la moitié du corps qui est sorti et pas le reste. Qu'en général, on se dit, ça va rester comme ça? C'est exactement ça. Je crois que c'est un sentiment qui est assez commun, qui est assez typique. Et après la naissance de ton bébé, du coup, en général, il y a ce qu'on appelle la délivrance, donc le placenta qui sort. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça s'est passé? Entre ma première grossesse et la deuxième, la grosse différence, c'est la taille du cordon. Ah oui. Donc pour la première, elle avait un cordon autour du cou. Là, le cordon était tellement petit que quand je l'ai pris dans les bras, je n'ai pas pu le monter au-dessus de mon nombril. Ah oui, Ouais. c'était très court. Ah, c'est Alors, court. alors du coup, j'étais à 4 pattes.
ma sage-femme me demande si je suis bien ou pas. Je lui ai dit, écoute, j'ai tiré dessus, il me semble qu'il est court. Elle essaye, elle me dit, effectivement. Ouais. Elle me dit, si t'es bien comme ça, on reste. Je fais, je suis très bien comme ça, ne bougeons pas. Et du coup, quand elle est revenue, elle me dit, tu as encore des contractions? Je lui ai dit, mais pas du tout. Ouais. J'en ai plus. Elle m'a dit, écoute, je vais regarder. Elle a pris le cordon, elle a tiré, elle m'a dit, mais en fait, il est déjà décollé ton placenta. Oui. Oui. Donc là, j'étais installée sur le lit et elle me montre le placenta. Elle me dit, est-ce que tu veux voir ce que c'est? Est-ce que tu veux voir que je te montre où ton bébé était? Donc là, mon conjoint est parti parce qu'il craint beaucoup ce genre de choses. Ah oui, c'est vrai. Et moi, j'ai profité, mais entièrement de ce moment aussi où elle le retourne, elle me montre où était le bébé, comment il était placé. Enfin, encore mieux qu'un cours d'anatomie. Oui. Mm. Tous les détails de la vie intra-utérine de ton bébé, quoi. Ouais, je trouve ça trop intéressant de savoir ce qui s'est passé à l'intérieur, quoi. Oui. C'était top, ouais. Et du coup, vous avez pu découvrir le sexe. Est-ce que tu nous raconterais un petit peu, notamment cette découverte, cette rencontre, et puis peut-être les soins qui vous ont été apportés à toi et bébé par la suite? Alors déjà, la découverte, c'était les cheveux. Sur la 3e échographie, elle m'a dit, oh là là, mais c'est un bébé qui a plein de cheveux. J'étais, ah non, non, pas ça. Eh ben si, un bien chevelu, très très noir. C'était pas le cas de ta première? Ah, pas du tout. Ah oui, ça doit faire un choc. Du coup, on a même bien rigolé avec la sage-femme parce qu'elle m'a dit, bah alors, il a quand même beaucoup de cheveux. Je fais, c'est pas grave, c'est l'hiver, il aura des bonnets. Et après ce passage, parce que vraiment, même pour ma première, on regarde pas du tout le sexe, on regarde la tête en fait. Oui. Et il nous faut un petit moment, peut-être le temps d'atterrir et se dire, ah oui, c'est un garçon. Mais oui, c'est pas du tout la première chose qu'on regarde. Oui, j'imagine. En général, on rencontre son bébé avant de rencontrer son sexe. Hein. Ça nous intéresse moins. Est-ce que vous aviez 2 prénoms? J'imagine que c'est là peut-être que la question se pose où on se dit, ah mais du coup, comment on va l'appeler? Non, les prénoms étaient déjà fixés, fille ou garçon, quoi qu'il en soit. Ça marche. Oui, et pour ce qui est des soins, du coup? Tout de suite après la naissance, la sage-femme s'est retirée, nous a laissé un moment. Je loupe peut-être des étapes, ça se trouve il s'est passé autre chose, mais moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas. Elle nous a laissé avec le bébé, le cordon encore rattaché. On a pu rester un moment, découvrir le sexe, profiter. Et après, elle est revenue, elle a fait couper le cordon. Oui, c'est juste un moment suspendu, quoi, parce qu'on était vraiment que tous les deux, ou parce que des soins, il y en a pas eu besoin spécialement. Enfin, sincèrement, je me souviens même pas vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu. Alors, il y en a eu forcément. Je me souviens qu'après, elle a regardé un peu le bébé, mais c'est passé complètement à côté pour moi. C'est pas du tout ce que j'ai retenu. Ouais, oui, c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup. C'est tellement léger aussi ce qui se passe que du coup, c'est pas quelque chose qu'on retient. Si ça avait été impressionnant ou quoi, tu l'aurais retenu, ça c'est sûr. Oui, c'était hyper discret. Enfin, puis pas de lumière en plein dans les yeux. Enfin, juste une petite frontale qui vient, qui vérifie que tout va bien. Et ouais. Pas du tout invasif en tout cas, et on a pu rester à côté, pas comme les soins où pendant un moment on n'est plus avec son bébé. Là, j'étais à côté tout le temps, et papa aussi, donc ouais. C'est vraiment top. Merci pour ton récit. Tu viens de nous évoquer tout ce qui a été ton accouchement, la découverte du sexe, la délivrance, le petit moment suspendu que tu as évoqué à plusieurs reprises, ce moment intime où vous découvrez votre bébé, où vous êtes que tous les trois, où même la sage-femme s'efface totalement du lieu. Et il y a après où on atterrit doucement de tout ça, et on sait qu'en maison de naissance, on ne séjourne pas. En tout cas, c'est ce qu'ils appellent le retour précoce, c'est-à-dire que au bout de quelques heures, on nous propose de rentrer chez soi. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps, dans votre cas, vous êtes resté? Comment s'est passé ce moment-là? Et votre départ, comment il s'est fait entre vous, avec la sage-femme, et l'atterrissage à la maison en suivant? Alors, ça a aussi été un point de plus pour accoucher en maison de naissance, parce que du coup, j'avais ma fille aînée qui était là, et elle n'avait que 16 mois. Et c'était important pour moi de pas séjourner plusieurs jours à la maternité sans elle. Ça a été aussi le facteur qui n'a que renforcé mon choix. Je suis arrivée avant 3h du matin à la maison de naissance, 3h30 je crois, et je suis sortie 4 heures après l'accouchement. D'accord. Et c'est une proposition qui t'a été faite par la sage-femme? Mais en fait, j'étais bien, j'étais douchée, tout allait bien. Elle m'a dit,
Si tu te sens bien, tu peux. Prends ton temps. Pour moi, c'était plus utile d'être en maison de naissance. Tout allait bien, tout était OK pour rentrer. Donc, j'avais pas de raison de rester plus. Oui, t'étais sereine avec cette proposition. Et puis, l'envie aussi de rentrer, de faire découvrir le petit frère à sa grande sœur. Car en fait, quand on est rentré, elle dormait encore. Oui, du coup, j'imagine, si tu es arrivé vers 3h30, que t'as accouché au bout de 30 minutes, et que t'es parti au bout de 4 heures, je calcule rapide, vous êtes arrivé à peu près vers 8 heures du matin à la maison. Un petit peu avant 8 heures. Pour le petit-déj. C'est ça. Alors la petite s'est couchée en me faisant un bisou sur le ventre. Je lui ai dit fais bisou au bébé et quand elle s'est réveillée, le bébé était là. C'était juste magique. Ouais, c'est magique. Et comment s'est passé ce retour? Comment tu l'as vécu, ces retrouvailles ou cette présentation? Ah bah là, c'était encore un moment plein d'émotions où elle voit son petit frère, elle lui fait des câlins, elle lui fait des bisous et là on s'est dit c'est bon. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est hyper chouette. Après pour moi, j'étais assez sereine de rentrer. Je savais que j'avais tout ce qu'il me fallait pour pouvoir commencer. Le numéro de téléphone bien sûr des sages-femmes. Si ça n'allait pas, je savais ce qu'il fallait demander. Puis je savais qu'elle revenait le lendemain de toute façon et être tranquille dans mon lit, pas avoir des personnes du staff médical qui viennent alors qu'on dort. Et ça, c'est plutôt cool, ouais. Et puis on est chez soi. Ouais, là tu parlais tout à l'heure du cocon de la maison de naissance. Là, c'est le cocon à soi, le petit nid familial. C'est vrai que c'est confortable. Tu parlais aussi du fait que donc t'as le numéro d'astreinte de la sage-femme s'il y a le moindre souci. Elle est absolument disponible pendant une durée assez conséquente en postpartum, mais il y a dans le suivi normal les visites à domicile qui sont mises en place dès le lendemain de l'accouchement, comme tu viens de le dire. Est-ce que tu peux nous évoquer et nous raconter dans ton cas le rythme de ces visites et un petit peu comment ça se passait? C'était le matin où elle faisait les visites. Elle venait et là c'est pareil, on prend le temps, il y a les pesées, mais tout est fait tranquillement. Puis comme on se connaît, quand il y a quelque chose qui va pas, on le dit, chose que je n'ai pas fait sur mon premier accouchement, ça n'allait pas, mais est-ce que je vais déranger quelqu'un? Non. Là, elle vient là. Moi, je lui avais dit que mon postpartum de ma première fille, c'était pas très bien passé. Là, elle était arrivée armée avec plein de choses homéopathiques pour m'aider, et il y en a eu besoin parce que ça a été la même. Donc même pour le postpartum, c'est important aussi d'avoir quelqu'un de confiance qu'on connaît, beaucoup plus facile qu'en milieu médical. Oui, je comprends. Et justement, tu dis que ça a été la même, donc j'imagine que tu fais référence à ce que tu as évoqué au tout début de l'interview par rapport à l'allaitement. Oui, j'ai eu encore un allaitement difficile, avec, comme pour la première, des freins de langue qui ont un peu empêché. Mais là, je savais ce que je voulais. Je savais que je ne voulais plus être tire-allaitante. Ça, avec 2 enfants, j'ai dit non. Ça sera soit le sein, soit on trouve une autre solution. Je lui ai dit, je veux bien faire du tir-allaitement au début. Mais là, j'étais armée, donc j'ai appelé une conseillère en lactation. Je me suis dit, je fais tout pour mettre tout en place tout de suite. Et elles m'ont conseillé, elles m'ont aidé, les sages-femmes à trouver quelqu'un et à mettre en place très rapidement les choses pour pouvoir réussir cet allaitement. Bon, c'est chouette. Oui, justement, j'allais te demander si elles avaient pu venir plus fréquemment que la normale pour justement te soutenir et t'accompagner, ou si elles avaient pu te réorienter vers des personnes complémentaires finalement. Donc ce qui a été le cas a priori, vu que tu as bénéficié d'une conseillère en lactation et d'un suivi à ce niveau-là. Par rapport à tout ça, au fait que ça a été la même comme tu as dit, mais finalement très différente dans toi, comme tu dis, t'étais armée, mais aussi l'accompagnement qui était proposé. Comment t'as vécu et appréhender la nouvelle vie et les semaines et mois qui ont suivi cet accouchement? Ce qui a été la même surtout, c'était la chute d'hormones avec des pleurs. Et là, elles m'ont aidé justement très à l'écoute avec traitement homéopathie pour m'aider. Et même quand tout va bien, finalement, un postpartum peut arriver. Oui. Avec son lot de pleurs et de je ne sais pas ce que j'ai. Voilà. Mais elles sont à l'écoute. Puis oui, tout est plus facile quand on connaît la personne depuis plus de 9 mois. Enfin, c'est beaucoup plus serein, ouais, c'est sûr. Oui, la relation de confiance, comme tu disais, en fait. Tu oses aborder des sujets que t'oserais pas forcément face à un professionnel, tout professionnel et compétent que la personne soit. Hein. C'est juste, parfois, on n'ose pas déranger, comme tu disais, ou même c'est tellement intime, ou des fois c'est tellement indescriptible, cette période-là, ce qu'on vit, que on peut entendre que ce soit plus compliqué à aborder. En tout cas, c'est chouette que t'aies un vécu différent, que t'aies pu être, de ce que j'en comprends, aussi plus actrice,
finalement même de ton postpartum avec un accompagnement plus serein. Et t'as dit aussi que ton mari, si j'ai bien compris tout à l'heure, tu as dit que ton mari avait pas trop apprécié le séjour. Enfin, comment ça s'était un peu déroulé justement le postpartum la première fois. Comment il a vécu ce retour précoce lui et comment il a vécu l'accompagnement dont t'as bénéficié et tout ce que t'as traversé pendant la suite de ton accouchement? Alors pour mon premier accouchement, c'était pendant le Covid, donc il est resté 24/24 avec moi à l'hôpital. Donc en termes de confort pour dormir, ça n'a rien à voir avec son lit de camp qu'il avait. Donc rien que pour ça, il apprécie le retour à la maison précoce. Et puis il a vu le suivi qui s'est passé avec cet enfant qui ne mangeait pas et où on ne trouvait pas de solution malgré nos appels réguliers. Et là, il savait que là je savais ce que c'était un frein de langue, donc voilà, j'étais armée sur plein de choses. Et puis pareil, il connaissait les sages-femmes et tout est plus facile aussi. Et puis oui, de rentrer à la maison pour lui, c'était beaucoup mieux. Oui, effectivement, on retrouve sa place parce que dans une chambre à 3, mine de rien, une chambre d'hôpital à 3, c'est pas évident. Ouais, j'imagine. Et puis d'avoir la petite avec nous aussi, c'était vraiment ce qu'on voulait, vraiment refaire ce cocon à 3. Même si mes parents ont récupéré un peu la petite les premiers jours, le temps qu'on récupère un peu le sommeil, mais on a voulu aussi la garder avec nous le plus possible. Ouais, rester dans l'intimité des premiers jours tous ensemble. Ouais, surtout à 16 mois, je trouvais que la séparation c'était pas cool pour elle. Oui, c'est petit. Oui. Maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie et avec tout ce qu'elle t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance ? Alors, une maison de naissance, moi maintenant, ce qui a changé, c'est le côté émotionnel. Vraiment, il s'est passé quelque chose là-bas. Mais même avant d'accoucher, vraiment, je savais que c'était là que je voulais aller. C'était là que j'accouchais. Je sais pas, il y a une atmosphère, tout est fait pour qu'on soit bien, qu'on soit en conditions idéales, on se pose pas de questions, tout est tellement fluide. Tout geste est expliqué, ce qui n'est pas toujours le cas en hôpital. Et ouais, c'est fluide. Une fois que tout va bien, on peut rentrer rapidement chez soi, mais toujours en étant accompagné, mais avec quelqu'un de très discret. Oui, merci pour cette définition, cette nouvelle définition, et pour tout notre échange. Cette position actrice, comme on disait, de son accouchement, est pour nous le cœur d'un accouchement réussi, peu importe le type d'accouchement finalement. Plus une femme se sent actrice, plus ça signifie qu'elle se sent écoutée et respectée. Et c'est pour ça que c'est important pour nous notamment de parler de tout ça. C'est un sentiment qui parfois a fait défaut aussi au premier accouchement, comme tu disais, pour toi par exemple, pour diverses raisons. Ça dépend des récits en général, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut dépendre notamment de cette première expérience et qui peut amener à faire peur ou à questionner pour un deuxième accouchement. Du coup, c'est pour ça que aujourd'hui ça nous tenait à cœur de parler notamment de cette réappropriation de l'accouchement, qui a mené finalement à faire ce choix aussi en maison de naissance pour toi aujourd'hui. On espère que nos auditeurs et nos auditrices comprendront la place proposée à la femme dans ce que tu as pu nous présenter notamment aujourd'hui lors d'un accouchement en maison de naissance. Et on espère aussi que celles et ceux qui montent leur projet actuellement seront mieux informés, voire peut-être rassurés pour certains, grâce à toutes tes réponses. J'espère aussi. Et avant de se dire au revoir, est-ce que tu aurais un petit mot à adresser à toutes les personnes qui se préparent à accoucher et qui ont peur de ne pas se sentir actrices du moment ? Ne pas hésiter à dire au staff médical, aux personnes qui nous entourent, ce dont on a envie. Vraiment, ne pas hésiter, parce que partout où on accouche, il y a le staff médical qui entend ce qu'on dit. Il faut pas hésiter. Et puis se faire confiance. Ouais. Et est-ce que tu aurais une petite astuce à partager aussi à nos auditeurs et nos auditrices qui souhaitent accoucher physiologiquement? Quelque chose qui aurait pu t'aider au cours de ta grossesse ou le jour J? Moi, il y a une phrase pendant toute ma grossesse qui revenait en boucle. C'est « bouche molle, col mou ». Cette phrase, je l'ai entendue, elle revenait sans cesse. Et pendant mon accouchement, je vocalisais, je me disais « bouche molle, bouche molle ». Et je sais pas pourquoi, cette phrase est restée et cette phrase m'a servi en tout cas. Oui, oh bah c'est je pense que c'est un des mantras les plus efficaces. Ouais. Ah ben en tout cas, merci Carole de t'être livrée à notre micro aujourd'hui, pour la confiance que tu nous accordais aussi en venant ici. On te souhaite une très bonne continuation avec ta petite famille. Et puis, si t'as d'autres choses à nous raconter un jour, recontacte-nous, ce sera avec plaisir. Au revoir Carole. Au revoir, merci pour ce que vous faites en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir Carole. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous.
C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.